Nous voilà, la directe commence. Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre littéraire matinale où nous avons le plaisir d'accueillir notre invitée, l'écrivaine Marta Barone. Marta, buongiorno et bienvenue à Lyon, si on peut dire de la sorte. Et merci tout d'abord d'avoir accepté cette invitation. Marta Barone qui aujourd'hui nous racontera son premier roman, même si on avait discuté tout à l'heure d'une première que concernait d'autres publications. Son roman Città sommersa, publié par Bonpiani, qui a participé a été finaliste au prestigieux Prix Stega de cette année 2020. Avec nous, qui échangera avec l'autrice, la directrice de l'Institut culturel italien, la signora Anna Pastore. Anna, buongiorno. Bonjour, buongiorno. Et un petit remerciement, le dernier, pour Déborah, qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui s'occupe de la partie technique compliquée, on peut dire, c'est le moins qu'on puisse dire, de ce matin, et que malheureusement, on n'a pas à l'écran. Moi, je les remercie énormément de sa disponibilité. Avant de commencer, juste une présentation de notre invitée. Marta est née à Turin. Elle est diplômée en littérature comparée à l'université de Turin. Elle est traductrice et consultante pour des maisons d'édition. Elle a déjà publié 3 livres jeunesse adulte, si je ne me trompe pas, auprès de 2 maisons d'édition, Rizzoli et Mondadori, dont l'ordre Miriam delle cose perdute en 2008, I giardini degli altri en 2011, pardon, toujours chez Rizzoli, et après en 2016 auprès de Mondadori, Sette colori per sette pittori. Marta, buongiorno, un bonjour de ma part, mais un bonjour que je laisse aussi vous apporter de la part de Anna Pastore de l'Institut culturel. Bonjour à tous. Je peux, voilà, seulement maintenant, on a eu quelques petits soucis de connexion. Et je tenais aussi à remercier Marta Barone. Je tenais à vous représenter l'attention et l'appréciement en général de votre livre, La Città sommersa, qui vous nous direz par rapport à la traduction française comment ce sera le titre. Ville ensevelie, je sais pas. Je sais pas. Complètement. Et je vous représente justement l'appréciement de tous les lecteurs du Prix Strega parce que vous le savez sûrement, l'Institut culturel italien de Lyon a pris parti à la lecture en tant que jury externe de la dernière sélection du Prix Strega. Voilà. Oui, donc je vous représente aussi le bonjour de tous nos 10 lecteurs, dont nous-mêmes, je peux aussi révéler, avec Cristiano, avec Lucio la Vagabonda et avec un peu de lecteurs français et italiens. Je laisse normalement le dénouement comme on l'a préparé, donc je crois qu'avec Cristiano Pelagatti, on va vous poser des questions. D'abord lui et puis moi. Alors, Marta, une première, je te laisse. On a rencontré Città sommersa. C'est la découverte. Tout commence avec la découverte d'un dossier concernant un procès qui visait votre père, un procès dans les années 80. C'est un roman qui nous raconte, qui retrace une période historique complexe et contradictoire. Et c'est un roman qui nous propose en arrière-plan
une ville de Turin que vous avez aussi définie. Il y a des mots qui sont restés dans mon esprit. Sprezzante, cattiva et traditrice. Méprisante, méchante et traître. Alors, pouvez-vous, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, nous le résumer rapidement? D'accord. Mon père est mort en 2011 et 2 ans après, j'ai découvert ce dossier qui était une mémoire de défense. Je sais pas le terme technique pour ça. Et pour un procès pour bande armée. Et je connaissais cette histoire, je savais qu'il avait été jugé innocent, mais je n'avais prouvé jamais aucun intérêt pour cette histoire et pour lui aussi, parce qu'on avait des rapports assez difficiles. Et je le considérais un homme immobile et je ne le trouve pas intéressant. Dans ce dossier, il y avait par contre un homme complètement différent, complètement secret, qui avait quelque chose d'ambigu, de mystérieux, et qui avait curé, visité un membre de Prima Linea, qui était un groupe de terroristes d'extrême gauche, particulièrement actif à Turin. Et c'était l'accusation, je sais pas. Non? L'accuse. C'était l'accusé, l'accusé. Ah, lui, il avait été prosciolto. Acquitté. D'accord. Et moi, j'étais au début intéressée au procès, à ce personnage qui émergeait dans ces pages. Mon père, mais pas mon père, d'une certaine façon. Et après, en parlant avec beaucoup de personnes qui le connaissaient dans cette année-là, ces années-là, pardon, sa première femme, etc., je me suis rendu compte qu'il avait traversé une phase spécialement violente, mais aussi importante dans l'histoire récente d'Italie, qui était le 68, c'est ça. Et chez nous, c'était à Mar. C'était pas le mai, c'était Mar, à Rome. Et puis, il avait été transféré par son parti maoïste, marxiste-léniniste, à Turin, qui était la ville des grandes fabriques, non, c'est pas... La fabbrica, les usines. Les usines, pardon. L'usine principale, clairement, c'était la Fiat, qui était le centre, le cœur de la ville, d'une certaine façon, parce que elle engloutait milliers de personnes tous les mois. Et il y avait beaucoup d'immigration pour cela. Et dizaines de milliers de personnes arrivaient chaque mois à Turin et vivaient dans des conditions innominables, horribles. Et
le parti, mon père et beaucoup d'autres tentaient de rendre la vie de ces personnes un peu plus décente. Et il a participé à beaucoup à des choses, le simple, la simple distribution de volantini. Des flyers. D'accord. Devant les usines, il a lutté dans beaucoup de manifestations. Il a participé à l'occupation d'un quartier par des familles pauvres et il a d'une certaine manière commandé, il a organisé. Et On appelle la Casa delle Cacce, à la Falquera. Dans ce quartier périphérique qui était terrifiant, toujours dans le fango. Dans la boue. Et sans de connexion avec la vraie ville. Parce qu'il y avait les nouveaux qui n'étaient pas des vrais citoyens. Et il y avait les habitants de Turin. Et il y avait cette séparation terrible qui signifiait tout ne pas arriver à l'italien, donc ne pas arriver à des travaux un peu plus dignifiants. Et beaucoup d'autres choses. Et mon père était dans tout cela, mais il était toujours sfuggente. Fuyant. Fuyant. Il disparaît continuellement. Il avait beaucoup d'amis qui avaient toujours un petit souvenir, un beau souvenir de lui, mais il apparaît et disparaît en continuation. Sans cesse. Sans cesse, ouais. Et c'est là surtout qui m'a intéressée parce que je n'étais pas intéressée à une biographie. C'était pas une histoire qui méritait une biographie romancée qui n'avait pas beaucoup d'intérêt pour moi. Je suis intéressée à d'autres choses dans la littérature. Et donc, j'ai décidé de faire une composition différente qui est métanarrative parce que il y a la naissance de l'idée, de l'acceptation aussi du livre. Il y a mon parcours, il y a son parcours comme dans un miroir, et il y a toute une série de digressions qui concernent la substance de la mémoire, du temps, du souvenir, et la difficulté de la mémoire et de la vérité qui n'est pas jamais vrai d'un certain sens. Et donc, il y a tout cela, et il y a deux parcours parallèles. Je ne sais pas si j'ai expliqué assez bien, mais c'est assez ça. Alors, avant la lecture du roman était, j'avais commencé, j'étais passé par l'introduction et il y avait une phrase au départ qui m'avait déjà interrogé parce que elle était en français.
Donc, je me disais, jouer à la martingale. C'était une petite phrase au départ. Donc, bon, le fait linguistique d'être en français, déjà, ça avait attiré mon attention. Et étonnamment, c'est la première chose. Je suis revenu à cette phrase une fois avoir terminé le roman. Parce que jouer à la martingale, je vous cite, giocare raddoppiando sempre la posta perduta nel colpo precedente. En revenant sur cette phrase, j'ai comme la sensation qu'elle représente une clé de lecture importante pour comprendre la vie de notre Père. C'est une sensation. Est-ce que je me suis trompé? C'est comme quelqu'un qui a peut-être doublé la mise à chaque fois, peut-être en perdant. Je ne sais pas. C'est une question que je vous pose. C'est juste une sensation, vraie ou pas? Je vous laisse répondre. C'est exactement ça. C'est la clé de lecture, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont vu parce que c'est vraiment les jeux qui a joué mon père et il y a aussi les jeux que j'ai joués en écrivant ce livre parce que il y avait beaucoup de lacunes, beaucoup de trous dans la texture de cette histoire. Et donc, il y avait toujours quelque chose de perdu, mais j'ai toujours redoublé la poste en cherchant encore, ou plutôt en réfléchissant sur ce manque. Et sûrement, c'est l'histoire de mon père, parce qu'il a toujours perdu. Il est sûrement une personne qui a toujours perdu dans sa vie, mais il a toujours recommencé en perseguendo. En poursuivant. En poursuivant sa vraie nature, qui était se jeter dans les choses pour défendre les autres. Et donc, c'est la martingale. C'est la martingale de sa vie, c'est la martingale de ce livre. Vous avez raison. Alors, maintenant, on récupère Anna. Si je ne me trompe pas. Je suis là. Voilà. Alors, et je me remets un peu en poursuivant la question de Cristiano et les réponses et vos réponses, Marthe, en ce qui concerne cette période. Justement, en lisant un article qui analysait Città Sommersa, j'ai lu, en parlant du mouvement politique Prima Linea, une critique qui parlait, un écrivain, un journaliste qui disait que Prima Linea cherchait et engageait des personnes fragiles à l'époque pour les engager dans son propre mouvement. Parmi nous, dans notre groupe, dans notre comité, petit comité aussi à Lyon, il y a des personnes qui s'en souviennent parfaitement de cette période de mouvement. Moi aussi d'ailleurs, et aussi parmi les lecteurs de notre comité, il y a quelqu'un qui a vécu en Italie à la fin des années 70, qui s'est souvenu de cette période en lisant justement vos pages. Je vais même reprendre le fait que l'écrivain et journaliste Enrico De Aglio, qui a proposé votre livre au roman Premio Strega, et a dit que vos analyses, en parlant de votre livre de Città Sommersa, a dit que vous analysez les années de
du mouvement Primaline, les années de l'histoire qui a déterminé la vie de votre père, avec une pietas, entre guillemets, c'est-à-dire avec un sentiment pietas consciente et très analytique. Alors, à ce moment-là, je vous pose la question. Votre texte pourrait passer donc par un livre de repères pour révéler une intention de documentaire aussi de ces années. Est-ce qu'on peut le considérer un texte qui documente les années où, comme on le sait, moi je le sais parce que je les ai vécues, la politique s'invitait dans tous les ménages, dans tous les foyers, dans toutes les salles à manger. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, beaucoup de lecteurs m'ont dit qu'ils ont appris beaucoup de choses en le lisant parce qu'ils ne connaissaient pas Prima Linea ou des détails de la vie à Turin dans cette période. Je sais pas si je ne voulais pas faire un roman historique. Je ne voulais pas faire un essai historique, mais paradoxalement, en m'occupant de la vie de mon père et en cherchant le contexte, il était inévitable de raconter ce que se passait dans Turin, à Turin, et qui était surnommé. Il y avait une première page que je trouvais je sais pas, je répète pas le journal français, mais il y avait le cadavre d'un policier assassiné et le titre était dans les rues de Turin la terreur, écrit comme je sais pas, Villefranche-sur-Mer, et ça m'a frappé beaucoup parce que dans l'imaginaire collectif, dans l'imaginaire de l'Europe aussi, en France, sûrement, Turin était devenue la ville de terreur. Et ça m'a beaucoup frappé parce que c'est presque impossible de penser d'être né juste 6 ans après, 7 ans après, c'est fait. Mais je ne crois pas que la dimension documentaire supère la dimension romanesque. J'espère. Parce que il y a beaucoup d'informations, bien sûr, mais il y a les faits qui concernent seulement les personnes qui ont eu à faire avec mon père. Donc, l'homme qui a couru, qui a visité quand il était blessé par... et certains des faits. Je choisis des symboles comme l'attentat à l'Angelo Azzurro, c'était un bar qui était considéré fasciste. Après la mort d'un étudiant de gauche à Rome, il y a été une manifestation très enragée à Turin. Tout était bloqué, donc ils ont choisi de lancer les Molotov dans un bar sans contrôler bien, sans contrôler si c'était complètement vide. Et cet épisode est particulièrement symbolique pour l'histoire de Turin parce qu'un jeune homme complètement innocent a été carbonisé par
par l'incendie. Et sa figure qui est sortie complètement carbonisée du bar est devenue symbole du disfacimento. Le Disfacimento. la destruction, elle a été détruite. De la gauche. Ah oui, à la cause de la fin de ce mouvement. Oui, donc je ne sais pas si c'est un roman documentaire. Sûrement, c'est un roman sur les hommes et les femmes et les choix qu'ils font. Mais je m'arrête ici. D'accord. Peut-être que c'est Cristiano qui maintenant reprend. Voilà. Allora, Martha, je te cache pas que pendant la lecture du roman, il y a deux phrases que je porte avec moi avec beaucoup de, je dis douceur parce que ils m'ont quand même, elles m'ont marqué. Ces deux phrases qui ont laissé un signe particulier et que peut-être, il y a quelque chose de personnel que j'ai retrouvé dans ce que vous avez raconté. Il y a un moment, en parlant de votre père, vous dites aveva un talento per la gioia. C'est une phrase en soi, à mes yeux, splendide. Et en lisant par la suite, il y a quelques chapitres plus tard, il y a une deuxième phrase qui m'a interrogé et qui disait, je vous cite, come povera la lingua della gioia. Chose qui m'a vraiment surpris. Et, donc, je voulais vous poser la question, en mettant ces deux phrases l'une à côté de l'autre, il avait le talent pour la joie, ma come povera la lingua della gioia. Est-ce que cela, d'une certaine manière, peut expliquer l'incompatibilité et le fossé qui existait entre vous et le père que vous avez connu avant la rédaction de ce roman? Alors, en vrai, comme elle est pauvre, la langue de la joie, est une citation. Est une citation de Zip Mandelstam, le poète russe. Et cette phrase est posée à la fin d'un petit chapitre dans lequel je raconte un peu la vie avec mon père et j'explique pourquoi nos rapports étaient difficiles, les tentatives d'améliorer la situation et je parle de petits moments de joie partagés qui étaient beaucoup moins par rapport au moment avec ma mère qui a été beaucoup plus importante pour moi, pour ma formation. Et par exemple, les chansons en voiture, les chansons partagées en voiture, qui, je me rendais compte, dans un roman, dans un livre, assume toujours une qualité particulière, une qualité qui veut d'une certaine façon approcher le lecteur d'une manière facile, que j'aime pas. Mais c'était vrai, cela était puissant parce qu'on chantait, parce que l'on chantait ensemble. C'était quelque chose qu'on faisait ensemble. Et je voulais dire que même une chose aussi pop,
pouvait être vraiment importante. Mais certains cherchaient de le rendre comme dans son importance, dans sa substance, était presque impossible. Et c'était pour cela que j'ai cité Mandelstam. Parce que il y a beaucoup de mots pour la rage, la douleur, le deuil, mais pour la joie, on risque toujours de tomber dans la banalité. C'était ça que je voulais dire. Mais les talents pour la joie de mon père étaient une chose complètement différente. Oui. Parce que il vraiment jouissait de tout, même d'une façon un peu lourde. Mais je ne crois pas qu'il y a vraiment une connexion entre ces deux phrases, parce que cela, c'était pour décrire un manque du langage. L'autre était pour décrire la nature de mon père. Voilà. Je reprends le relais, je disais, parce que mes prochaines questions sont justement sur deux éléments que vous avez cités dans cette réponse à Cristiano. La première question est par rapport aux auteurs. Et vous en avez cité maintenant, vous avez cité Osip Mandelstam. Et à propos d'auteurs, dans votre livre, Città sommersa, vous citez nombre d'écrivains, nombre d'auteurs. Je citerai Dante Alighieri, Nabokov, Fenoglio, ou encore Yourcenar, Ortese, Grossman, Valéry Zenati, Flaubert. Tous les écrivains de la bibliothèque de votre maman à la page 179. Il y a une liste d'auteurs. Mais encore, vous parlez, vous citez les chanteurs de votre petit lexico familiare, de votre mot de la tribu, votre lexique de famille quand vous les chantiez dans la voiture, ou encore votre envie, votre intérêt, votre désir de créer des cénacles, des groupes. Il y a ce dialogue-là. Tout cela, à mon avis, nous permet de connaître un peu mieux l'auteur, vos goûts, vos intérêts, vos lectures. Est-ce que vous avez laissé ces portes ouvertes exprès? Est-ce que ce sont des pistes, des clés pour interpréter votre travail? Et encore, la dernière, quel est le livre que vous avez lu dernièrement, que vous allez apprécier dernièrement, récemment? Parce que je crois que vous êtes, comme nous, une forte et vorace lectrice. Donc, mes lectures sont partout, parce que quand je cite Mandelstam une autre fois, en disant, quand il dit pour écrire la biographie d'un Razzochniak, c'est-à-dire une personne qui n'a pas d'héritage, comme moi, d'un petit bourgeois, non? Il suffit de citer les livres qu'il a lus. Et vous me sentez? D'accord. Non, je n'ai pas entendu le dernier auteur, le dernier titre.
Mandelstam. Oui, Mandelstam. C'était toujours lui qui disait que pour écrire la biographie d'Anne Raznosinek, qui est une personne de petit bourgeois sans héritage, non, pas comme Tolstoï, par exemple, il suffit de connaître les livres qu'il a lus. Et moi, j'étais pas parfaitement convaincue de ces choses, et cette convention se détruit pendant le livre parce que je change d'idée, mais cela fait partie de l'histoire un peu en cachette. Et donc, pour moi, c'était les auteurs que j'aime. C'est normal parce que c'est partie continuelle de ma vie. C'est pas pour montrer combien de livres que je lis. Mais par exemple, je cite les auteurs que je lisais quand j'étais à Milan, parce que cela fait partie de ma construction. Oui, d'une certaine façon, vous avez raison quand vous disiez qu'il y a une forme de clé dans cela, parce que ce sont les auteurs que j'ai lus quand je pensais au livre, donc qui ont formé au mieux ma langue, mon langage, ma pensée. Yourcenar, Nabokov, Proust, bien sûr, Ingeborg Bachmann et des autres. Et donc, aussi les cénacles, c'était envie pour les auteurs russes que j'aimais depuis longtemps. Et c'est moi, c'est juste moi. Et les livres que j'ai lus récemment, j'ai juste terminé la traduction italienne d'un livre de Wallace Steiner, qui est intitulé, a reçu le Pulitzer en 71. Et il parle d'un historique qui cherche de reconstruire Un historien, pardon. Et un historien qui est paralysé par une maladie qui le calcifie littéralement. Et donc, il cherche de reconstruire le mariage de ce pionnier de l'Ouest qui étaient ses grands-parents. Et il est beaucoup intéressant parce que je n'aime pas toujours les Américains, mais Steiner est spécial parce qu'il est bien capable de raconter le quotidien, les sensations les plus bizarres, les sentiments plus délicats, par exemple d'un mariage ou d'une amitié, avec une langue très simple que j'aime pas beaucoup parce que je préfère d'autres types d'écriture, mais je sais pas pourquoi ça marche. Le livre est très beau. D'accord, d'accord. Alors, je crois que avant ma prochaine question, on a droit à 2 questions de la part de Cristiano et après je vous reprends pour ma troisième. D'accord. Alors, Martha, le roman vous a permis de traverser une période historique, on disait au départ, très complexe et controversée. Et
j'imagine que pendant vos recherches, vous avez commencé aussi à comprendre le langage de ces personnages. Il y a un passage du livre où vous rencontrez un écrivain que vous nommez pas et qui vous fait une réflexion en disant que pour comprendre ces personnages, il faut en connaître le langage. Donc, vous êtes une passionnée de lecture, de la langue en général. Je voulais savoir quel est aujourd'hui votre regard sur le langage qui était employé pendant cette période. J'étais resté assez. Vous avez des adjectifs qui sont donnés parfois comme soporifero et perentorio, et une fois parlant de quelqu'un de prima ligne qui, euh, qui menait un discours, vous dites un langage sans vie, senza vita. Quel est votre regard sur ce langage de l'époque? Les deux langages sont assez différents parce que le premier est le langage des manifestes politiques, donc ces petits livrets pour le parfait communiste qui écrivait le chef du parti marxiste-léniniste dont mon père faisait partie, qui avait des règles vraiment absurdes. On pouvait être expulsé pour avoir une relation extra-conjugale qui fait rire parce que ils étaient, comme le dit la première femme de mon père, qui était forcée à l'épouser parce qu'ils se fréquentaient. Il était plus catholique des catholiques. Le Parti communiste aussi, je ne sais pas si en France ils étaient si rigides, mais en Italie, le Parti communiste était assez embarrassant de ce point de vue, et le divorce est arrivé très tard, en 1974, l'avortement, etc. Ce sont des conquêtes des partis un peu plus de gauche, peut-être. Et donc, il y avait des règles et soporifero perentorio parce qu'il répétait toujours les mêmes conseils. Et il disait des choses qui étaient l'idéalisme est stupide parce que il conduit à l'individualisme. Et donc, si l'individu pense à soi, il efface tout le reste du monde dans la révolution. Donc, l'individu ne peut pas penser à soi, ne se confie à quelqu'un d'autre. Et la personne qui écrivait ces choses, c'était Aldo Brandirali, qui était le chef, le fondateur aussi du parti. Et il est arrivé aussi à s'occuper du sexe entre les membres du parti, parce que, par exemple, les orgasmes devaient être en simultané. Parce que pour la parfaite égalité entre femmes et hommes, il y avait beaucoup de bêtises, mais il n'était pas dangereux d'une certaine façon. Il était seulement un catholique en cachette, parce que 2 ans après, quand le parti a été aboli, il est entré dans Comunione Liberazione, le parti de Sani, hyper catholique. Et après, dans les années 90, il a été assessore à Milan.
avec Forza Italia de Berlusconi. Donc, ce langage est stupide et je le considère comme ça. Mais c'est un langage qui sûrement était un peu partagé par les personnes qui habitaient cette époque, parce que cette époque était faite de continuelle autocritique, de confession devant les autres. Je suis pas assez communiste parce que et il avait beaucoup d'autofustigation, je crois. Et je crois aussi que la fin de tous ces partis, donc le bref espoir qui a été le période de 77, c'était la libération de toutes ces choses, la libération des corps. La nudité était surtout une libération de la vacuité du langage politique précédent, qui était calcifié comme l'homme du livre dont je parlais avant. Et en effet, je cite aussi la lettre que 3 jeunes avaient envoyée au quotidien, non, hebdomadaire peut-être. Hebdomadaire. Pas continua, en écrivant on veut les poèmes. On veut les poèmes partout. On est étouffé de ce langage de mort, et l'on préfère les larmes d'une jeune fille qui ne sait pas écrire, qui a eu qui était déçue en amour, ou à l'énième discours pathétique d'un chef de parti qui s'excuse pour on veut le poème même si sont laids. Et je crois que ce petit boule de libération n'a pas signifié nécessairement ce que l'on appelle reflusso dans les années 80, mais surtout un retour à l'individu et à l'individuel. Donc, il y a été une libération de ces langages. Puis après, il n'y a pas eu une substitution vraie, authentique et politique du langage politique d'avant. C'est ça le problème. Le langage des partis, des bandes armées, des bandes qui conduisaient la lutte armée, même si des fois, au début, les brigades rouges, avant de tuer, faisaient des discours qui n'étaient pas très différents des autres. Ils parlaient surtout des problèmes actuels. Mais les partis qui sont arrivés après étaient formés de personnes qui n'étaient pas si cultivées pardon, comme Kurt Kucho ou sa femme, qui étaient des sociologues. Ils avaient étudié à l'université. Primaria était formé de personnages qui
qui arrivait du monde ouvrier, mais aussi de personnes qui étaient très faibles et très ignorantes. Et Corrado Saiano a écrit un livre très dur, vraiment très dur sur Prima Linea. Il les appelle bêtes sans se soucier. Moi, j'ai cherché d'arrêter le jugement parce qu'il n'y avait pas besoin de... Mais je parle du langage parce que c'était vraiment sans vie dans un paysage mort, dans un désert. Et ça, c'était les reflets de cette nullification complète qui avait été la fin de la lutte armée. Et le parcours de la lutte armée à Turin, a Milan, surtout. Allora, Marta, un'ultima domanda, poi passo per la chiusura a Anna. Volevo leggere un passaggio del libro qui concernait, pardon, c'est l'italien qui l'a importé, j'ai complètement oublié, pardon, excuse-moi. Alors, c'est brièvement, anche se faceva di tutto per ignorarlo, vous êtes en train je vous cite, de parler de votre père. Era invecchiato, eppure a me dava l'idea che fosse sempre uguale, sempre prevedibile, un uomo immobile, accartocciato sulle stesse cose, le stesse pose, le stesse parole. Non mi interessava decifrarlo, né pensavo che ci fosse qualcosa da decifrare. Lui e poi la sua morte facevano parte del campo di fatti evidenti della mia vita, della superficie liscia su cui potevo far scorrere una mano impassibile et non sentire già più increspature di alcun genere. Alors, en lisant ça, je me suis posé une question que je vous disais, il y a une partie personnelle de ma vie que j'ai retrouvée dans votre histoire. Est-ce que vous n'avez jamais eu peur de ce désintérêt que vous avez porté à l'égard de votre père? Si j'ai peur. Est-ce que vous avez eu peur un jour vous dites c'était quelqu'un que je n'avais pas envie de déchiffrer. Est-ce que ce sentiment un jour vous a fait peur? Je ne sais quoi répondre parce qu'il y a eu... Puis c'est là. Donc, pendant 2 années, je n'ai pas eu peur. J'ai tenté de ne pas penser à lui, mais il y avait toujours les sollicitations du monde parce que je dis que je lisais les livres dans lesquels il y avait des rapports entre parents et enfants qui fonctionnaient bien et j'étais envieuse, ou s'il y avait un deuil qui regardait, qui concernait un fils ou une fille, je pleurais pour eux. Donc, je ne sais pas si je n'avais pas rencontré le dossier judiciaire, je ne sais pas si probablement quelque chose serait venu, je crois, parce que on ne peut pas vivre une vie comme celle que mon père a vécue sans que d'une façon ou l'autre quelque chose vient te toucher.
par hasard, je crois. Mais je n'ai jamais eu peur parce que je n'ai pas eu le temps. J'étais très jeune. Merci Marta. E un'ultima domanda che lascio a Anna, che dovrebbe riapparire, qui va réapparaître. Appaio. Si, alors moi aussi je me remets un peu, c'était l'autre question relative au roman, aux auteurs, mais c'est là, en tant que, en lisant un peu des parties de votre roman, il y a eu des choses qui m'ont fait un peu, qui ont attiré un peu plus mes émotions, mon attention. Alors, en tant que passionnée du monde russe et ukrainien, j'ai vécu en Russie et en Ukraine. J'ai eu quelques frémissements quand j'ai lu le nom de Kitej. La première, la seconde, la prima e seconda Kitej, et du lac de Svetloya. J'ai eu l'impression, les sentiments qui ont résonné, ce sont des images comme des images des églises, des cupoles, des églises dans les petites boîtes noires de bois de Palek, ou bien les récits les faits de Pushkin. J'ai l'impression que vous connaissez bien ces histoires, les mythes russes, et quand vous parlez des auteurs russes comme Grossman, ukrainien, ou bien comme Mandelstam, ou bien encore Nabokov et tout, je crois que vous les connaissez. Et aussi l'image de cette Atlantis, de cette ville qui a été submergée par les eaux du lac. Ça me donne d'autres répercussions, d'autres citations. Je pense au lac de Couronne-Vénance avec son clocher qui surgit comme dans la couverture du livre de Balzano, ou bien encore, je pense au lac alpin, lacs alpins, je pense à alors, ce sont des images qui reviennent. Et je voulais justement savoir quelque chose de plus. Sur le pourquoi je choisis cette image. La Russie, oui. L'implication de Kitej et tout ça. Est-ce que vous l'aviez lu? Moi aussi, je suis beaucoup passionnée de littérature russe. J'ai tenu des cours aussi. Et D'accord. La métaphore de Kitej m'est arrivée complètement par hasard, parce que je ne savais encore quelle forme donner au livre. Il y avait des notes, mais je relisais les poèmes de Pasternak, et il y en a un en particulier qui cite Kitej, mais parce que je le dis pour les personnes qui sont en écoute, le mythe de Kitej est beaucoup connu en Russie, parce qu'il y a Pushkin, il y a Anna Akhmatova et beaucoup d'autres qui en parlent. Et c'est un peu l'Atlantide de la Russie. Mais dans ce moment, donc, si Pasternak citait Kitej comme reflet de Moscou. C'était parce que les lecteurs pouvaient immédiatement comprendre ce qu'il voulait dire. Mais quand j'ai lu ce poème, pour la première fois, je fais le lien avec la vie de mon père, qui était justement, que j'avais dit, était caché
sous une surface immobile. Et donc, le donné spécial sur Kikej et qui est vivante. Ce n'est pas comme Atlantide qui est une ville submergée mais morte. La ville continue avec tous ses habitants toujours vivants sous la surface de l'eau. Et c'est là qui était intéressant parce que mon père était le lac immobile et la ville qui était son intérieur était toujours vivante. Et puis la métaphore, maman, en poursuivant en continuant, en écrivant. Le travail, oui. C'est un enjeu, elle arrive à comprendre aussi tout le réseau de personnes qui étaient autour de lui et la ville même d'une certaine façon, mais j'insiste toujours parce que que la lecture correcte du titre ne soit pas Turan comme ville submergée, mais surtout l'homme comme ville submergée. C'est vraiment très difficile que la métaphore soit immédiate, mais je crois que dans le livre, cela se comprend. C'était justement très bizarre de comprendre la raison aussi du titre, hein. Ville sous l'eau, ensevelie, en tant que ville, ce n'est pas une ville, c'est une personne, c'est un univers humain qui est enseveli. Et la métaphore est justement cette ville de Kitej, c'est une ville qui existe, c'est un lac qui existe à côté de Nijni Novgorod, assez à côté de Nijni Novgorod en Russie, en République russe. Mais finalement, c'était bizarre de trouver cela dans un roman d'une écrivaine italienne de Turin. Donc c'était tout cela qui m'avait sollicité. Et avant de vous laisser à nouveau à Cristiano, je voulais avoir aussi une autre. Je vous pose une petite rapide question aussi en guise de saluto, de revoir. On sait que votre livre est en traduction pour les éditions françaises Grasset. Et comme ça, je vous demande aussi, c'est bien pour cela que vous avez choisi de faire cet entretien en français? Oui, pourquoi pas. Je pensais surtout que quelqu'un qui ne parlait pas italien, peut-être pouvait être intéressé, mais aussi, c'est vrai que... Il sera disponible à peu près dans quelle époque, pour quelle période? Vous ne savez pas. Parce qu'il a été acheté avant du Covid. Donc, peut-être l'année prochaine. Mais donc, ce sera alors l'occasion, quand il sera traduit, de se revoir probablement au sein de l'Institut culturel italien, toujours avec la collaboration de Lucio la Vagabonde pour un entretien de vivant à l'Institut et peut-être en italien en ce moment-là. D'accord. Merci. Là, Cristiano, je crois qui va je demande s'il y a des questions éventuellement qui ont été. Il y a des personnes qui participent, qui regardent. J'attends la réponse de Déborah. Pas pour l'instant. Écoute, alors compte tenu que le temps presse, juste une considération, Martha, vraiment rapide. Et je tiens par contre beaucoup à te remercier pour cet entretien en français. Je pense que ça demande beaucoup d'énergie.
Ça se voit, donc je te remercie davantage. Et vraiment, rapidement, Il y a longtemps que je ne parlais pas. mais je te tire mon chapeau. Je te sens très. Il y a beaucoup de. C'est énergivore. Brava. Donc, je te remercie Brava. beaucoup pour cet effort. Et vraiment, après, on se quittera. Il y a un passage. Vous parlez de votre père. J'étais surpris toujours par il suo sorrisetto esitante. Guardando mi dispiego, un giorno scriverai un libro su tuo padre. Io avevo sbuffato, ma per carità di Dio. Alla fine era riuscito a incastrarmi. Marta, ton père ti ha incastrato, oui o no? Eh sì. Peut-être il avait raison. Mais je ne savais pas à l'époque qu'il avait raison. Mais je ne sais pas s'il m'a incastrato. Mi sono fatta incastrare. Ti sei fatta incastrare. Écoutez, bon, c'est le moment de nous quitter. Donc, Martha, merci encore d'avoir participé. Merci de ton français. Et merci à Anne d'avoir participé, d'avoir échangé avec nous. Je vois actuellement. Le livre est à disposition aussi dans la bibliothèque de l'Institut culturel italien, donc il est à disposition. Et un dernier remerciement encore à Deborah qui se bat avec les images en les bougeant dans tous les sens. Donc, je la remercie beaucoup. Et Martha, à très bientôt. Et je te souhaite de bonnes vacances et merci encore. Merci. Et au revoir à tout le monde. Au revoir. Buona estate, buon fine settimana, buon lavoro a tutti. Arrivederci.